L'un de mes plus grands plaisirs dans la vie consiste à parcourir des mondes imaginaires, que ce soit via la lecture, l'audiovisuel ou encore le jeu de rôle. Ils sont parfois étrangement proches d'une autre, parfois délicieusement éloignés. Ces ailleurs m'attirent autant pour leur mystère initial que lorsqu'ils se parent doucement des couleurs de la familiarité au gré de mes visites et redécouvertes. Avec cette vidéo, je vous invite à mettre vos pas dans les miens pour vous ouvrir la voie et ensuite mieux tracer votre propre itinéraire. Cette exploration se concentrera sur les mondes de la fantasy en laissant pour cette fois de côté ceux de la science-fiction. Je vous propose une porte d'entrée originale vers la fantasy grâce à un partenaire qui permet à ce genre de vidéo d'exister. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut affirmer avoir lu un genre littéraire pour la toute première fois, et c'est ce qui m'est arrivé avec le tome 1 de System Universe de Sunrise CV, publié par les éditions Lorestone. La fantasy, ça me connaît bien évidemment, mais le genre lit-RPG est suffisamment particulier pour désigner une branche à part entière de la littérature de l'imaginaire. Comme le nom le laisse deviner, la lit-RPG, c'est la fusion entre le roman et le jeu de rôle, que ce soit en mode jeu vidéo ou jeu de rôle sur table. Très concrètement, les personnages de ces histoires évoluent dans un monde où les systèmes typiques des RPG sont devenus réalité. Non seulement ces personnages ont généralement des niveaux, des points de vie, des points de caractéristiques, des classes, des capacités spéciales, mais surtout, ils en ont conscience, et c'est même un sujet central de l'intrigue. Avec System Universe, le résultat est étonnamment excitant et distrayant. L'objectif ici n'est pas du tout de déployer des trésors de subtilité littéraire, mais bien de saisir le lecteur pour l'entraîner dans la montée en puissance et la découverte d'un système aux côtés du héros. L'une des grandes forces du livre est d'offrir l'une des portes d'accès les plus accueillantes et efficaces depuis longtemps pour de jeunes lecteurs, adeptes de jeux vidéo notamment. La structure même de l'histoire nous entraîne avec curiosité aux côtés de Derek Hunt, un terrien soumis au fameux système, mais qui se retrouve très vite confronté à un monde nouveau dont il doit faire l'apprentissage. Puisque Derek a le souvenir d'un monde avant le système et qu'il se retrouve en prime projeté dans un autre, on pourrait totalement comparer le genre du livre à celui de l'isekai, ce dérivé de la fantasy japonaise. Le héros est pragmatique, c'est un optimisateur par goût comme par nécessité, et on le suit avec excitation et légèreté. System Universe propose une langue simple, beaucoup d'action et une progression de l'intrigue comme de la puissance de son protagoniste qui pousse sans cesse à tourner les pages et offre une expérience de lecture des plus accessibles et pour peu qu'on accroche au concept, plaisante. Alors pour découvrir ou faire découvrir ce genre et ce livre, vous trouverez un lien en description de la vidéo comme en commentaire épinglé. J'espère que vous ou vos enfants serez aussi agréablement surpris que moi par ce moment de lecture détente, d'autant qu'il y en a pour tout le monde puisque le titre est disponible en librairie, en audio et en e-book. Cette vidéo sera la première partie d'un diptyque car j'ai pris conscience à l'écriture du volume de plus en plus incontrôlable qu'elle prenait. Sachez aussi que je n'ai pas abandonné Severance et que je couvrirai bien l'épisode 3 de la saison 2. Je vous encourage au passage à voir cette série et les analyses que j'y ai déjà consacrées. J'utiliserai parfois l'expression de monde secondaire qui désigne ces univers créés par des auteurs et scénaristes, des contrées qui semblent avoir une telle profondeur qu'il est aisé d'imaginer que la vie continue d'y suivre son cours, même quand notre regard n'est pas posé sur leurs habitants. Nos pérégrinations commencent par des mentions honorables et chacune de ces pierres qui nous permettront ensemble de passer à pied, presque sec, vers l'autre rive, vous offrira déjà de formidables perspectives de découverte et de lecture. Le disque monde des livres de Terry Pratchett semble fascinant dans sa construction, mais je suis bien loin d'en avoir lu suffisamment pour oser le positionner dans mon classement et faire comme si je le connaissais bien, au-delà des quelques grands traits comme Atwin, la tortue cosmique, ou la mort incarnée et un petit peu désabusée. Il me semblait toutefois indispensable de le mentionner ici, ne serait-ce que pour faire plaisir à Pétulia, qui me fait le plaisir d'illuminer les parties de jeux de rôle de ma chaîne secondaire depuis les débuts, et qui est une fervente pratchettiste. Autre célèbre monde de fantasy romanesque, mais dont je n'ai qu'un souvenir lointain qui mériterait une excursion prolongée, celui de Terre-Mère de la grande Ursula Le Guin, monde d'îles et de magie dans lequel les noms ont un grand pouvoir, comme souvent. Le nom même de Terre-Mère semble déjà empreint de nostalgie grandiose avant même qu'on y pose le bout du pied. Une mention honorable revient au royaume des anciens, le décor des nombreux livres de l'excellente Robin Hobb. La longue série de l'Assassin Royal est un incontournable, mais je vais enfoncer une porte ouverte et souligner qu'on est tellement happé par les personnages de l'écrivaine que le développement de son monde passe au second plan. Autre raison de son absence au classement, je n'ai toujours pas lu le cycle des Aventuriers de la mer, et oui, honte à moi,
et il me manque à n'en pas douter des clés importantes pour porter un avis éclairé sur cet univers qui reste l'écrin d'histoires merveilleusement touchantes. Je pense que la magie est l'un des points forts de la conception du royaume des anciens. J'ai un souvenir lointain aussi des chroniques des crépusculaires de Mathieu Gabory, mais je sais que j'avais été frappé par l'originalité de certains concepts liés, ici encore, à l'usage de la magie. À la même époque et aux mêmes éditions Nemos, je découvrais Le secret de J de Pierre Grimbert, qui m'avait beaucoup plu et qui constitue, à n'en pas douter, un autre incontournable de la fantaisie française. Pour me prononcer plus avant sur l'univers, il faudrait que je comble mon retard sur les livres qui ont suivi le cycle initial, dont je conserve un excellent souvenir. Le Cercle du Monde ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit pourtant du monde développé par Joe Abercrombie depuis sa trilogie Choc, La Première Loi. Ici encore, la construction de l'univers semble occuper une place plutôt secondaire. Les efforts de l'auteur se concentrent sur le rythme des personnages, des scènes de combat dantesques qui m'ont toujours enthousiasmé. La capacité de Joe Abercrombie à nous rendre presque sympathiques, un tortionnaire professionnel, en dit long sur ses talents, comme sur l'ambiance plutôt sombre de ses livres. Un auteur que j'aime énormément et un univers qui évolue au gré de la technologie et de l'économie, fait plutôt rare dans le genre fantasy qui propose plus souvent des mondes assez stables. J'aurais aussi pu sans doute vous parler un peu de TEDAS, le continent du monde des jeux vidéo Dragon Age, qui comporte quelques propositions intéressantes, notamment quant à la séparation entre le monde physique et le monde spirituel, ou encore sa représentation du mal avec les fléaux successifs et ses forces démoniaques. Vous l'aurez compris, même pour ces mentions honorables, les liens affectifs que j'entretiens avec ces œuvres influera nécessairement mon envie de partager enthousiasme ou même admiration pour ces univers. Néanmoins, je me suis efforcé de bel et bien me concentrer sur la qualité du monde imaginaire à chaque fois en faisant autant que possible la distinction avec mon appréciation pour les œuvres elles-mêmes dont ils sont issus. En résumé, ce n'est pas un classement de mes œuvres de fantasy préférées, du moins pas dans l'ordre, mais cela reste un prétexte pour vous parler d'elles. Dit autrement, s'il mesurait mon appréciation de ces œuvres, ce classement proposerait un ordre différent, et justement, il est plus que temps d'en venir à la 15e place, avec une catégorie particulière et un peu fourre-tout, quoique, puisqu'il s'agit de la fantaisie historique au sens large. Le concept est plutôt simple, on prend une époque, on y ajoute de la magie et ou des créatures monstrueuses, mythiques, des esprits, des dieux actifs et j'en passe. On pourrait citer de nombreux exemples littéraires, parmi lesquels la trilogie Et l'âme du cardinal de Pierre Pével, qui propose une variation fantasy des aventures de Cap et d'épée sous le règne de Louis XIII. Autre auteur français qui pratique ce genre avec une certaine réussite, Fabien Cerutti, avec Le Bâtard de Kossigane, qui propose une intrigue de fond qui dévoile lentement ses cartes, tout en proposant une haute dose d'action dans ses aventures échevelées qui commencent aux alentours de l'an 1340, même si on a aussi des surprises. Coup de cœur pour moi depuis sa sortie en salle française, soit en janvier 2000, le film animé Princesse Mononoke propose une vision fascinante du Japon de l'époque Muromachi, avec une approche animiste d'une nature transcendante et puissante, dont la destruction finira toujours par se retourner contre un humain trop borné pour admettre qu'il dépend lui aussi de cet équilibre. Autre lieu, autre époque qui se prête particulièrement bien à ce pas de côté avec le réel, l'Antiquité grecque, qui a fourni un terrain de jeu inoubliable à David Gemmell dans sa duologie Le Lion de Macédoine et Le Prince Noir, même si le découpage varie selon les éditions. Je vous recommande chaleureusement de vous plonger dans l'épopée de Parménion que Gemmell réinvente totalement et qui côtoie Philippe II et Alexandre le Grand. Toutefois, malgré toutes ces pépites que j'ai déjà citées, si je ne devais conserver que deux univers de fantasy historique, ce serait d'une part l'Europe réinventée par Guy Gavriel Kay et d'autre part l'histoire et les mythes de la Celtique, ranimée par Jean-Philippe Jaworski dans sa saga Roi du Monde. Guy Gavriel Kay avait assisté Christopher Tolkien dans l'immense travail de remise en ordre des notes de son père en vue de la publication du Silmarillion. La première œuvre de Kay se nomme La tapisserie de Fionavar. C'est une trilogie très inspirée du Seigneur des Anneaux, mais aussi de mythes et légendes, notamment arthuriens. J'ai adoré cette trilogie, mais Guy Gabriel Kay a ensuite pris de la maturité en tant qu'écrivain, et peut-être moi en tant que lecteur, hein, c'est moins sûr. Et au fur et à mesure, il a développé sa fantaisie historique d'inspiration européenne, puis même chinoise par la suite. Avec Tigane, son premier livre de fantaisie historique, il puise dans l'Italie de la Renaissance pour nous offrir une œuvre d'une irrésistible puissance tragique où se mêlent mémoire, vengeance et amour impossible. Avec une chanson pour Arbonne, il fait vibrer l'esprit troubadour et l'amour courtois dans la Provence médiévale, et c'est toujours un ravissement. Il nous parle aussi de conflits et persécutions religieuses, et le tout est d'autant plus juste que l'auteur
a vécu en Provence. Avec les Lions d'Alrasan, il réinvente l'honneur et l'héroïsme à l'époque de la Reconquista. Ici encore, le livre reste étonnamment en résonance avec notre triste époque marquée par le rejet de l'autre et la crispation identitaire qui n'aboutit qu'à un appauvrissement des civilisations qui se sont toujours construites dans le mélange. Les Lions d'Alrasan nous emportent dans une Espagne arabo-andalouse imaginaire et brossent des personnages inoubliables qui incarnent la force de la plume comme celle de l'épée au service de l'honneur et de l'amitié. Avec la mosaïque de Sarens, en 2 tomes, il nous propose un voyage vers une cité inspirée de Byzance, en traversant une Europe emplie de mythes puissants et profonds. J'ai adoré tous les livres de cet auteur, mais c'est sans doute ici pour moi son chef-d'œuvre. Auteur qui a poursuivi ses explorations, notamment avec la Chine, comme je vous le disais, via les Chevaux Célestes, mais je vous laisse le soin de découvrir ses titres plus récents. Concernant l'œuvre celtique de Jean-Philippe Jaworski, j'y reviendrai plus haut dans le classement, puisqu'une place lui est réservée. Eh oui, je triche encore et toujours, comme je l'ai fait en peuplant cette 14e place de nombreuses références. En 14e position, l'affect va encore énormément jouer avec le choix du monde de Témérante, qui sert de toile de fond aux chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss. L'une des grandes qualités du monde de Témérante réside dans les diverses magies qu'on y pratique et dans les mystères qui entourent les éléments anciens et mythiques, et notamment les terribles Chandrians, qui sont les lointains et terrifiants antagonistes du héros. Témérante est un monde peuplé presque exclusivement d'êtres humains, même s'il existe aussi tout un pan féerique, ainsi que des histoires d'anges et de démons, et lorsque le développement de l'aspect féerique surviendra à la lecture, il vous prendra par surprise, comme il se doit. Ce monde secondaire est l'exemple typique d'une toile de fond qui sert avant tout de décor à ce qui compte véritablement, à savoir les mésaventures et accomplissements du héros, Kvothe. Seulement voilà, le talent de Rothfuss nous ouvre des perspectives fascinantes, comme lorsqu'on découvre l'université ou encore la culture si originale des adèmes. Alors oui, malheureusement il faut le souligner, les chroniques du tueur de roi sont coincées dans l'attente désespérée d'une suite, voire carrément d'une conclusion, et ce depuis bientôt 14 ans. Même si l'auteur est bien plus jeune que ne l'est J.R.R. Martin, rien ne garantit que Les Portes de Pierre, le 3e tome de la série, sortira un jour. Je savais cela avant de commencer les chroniques et je ne regrette absolument pas cette expérience pour autant, même si elle devait rester inachevée, tant les moments passés aux côtés de ces personnages et dans les mystères de Témérante sont émouvants. Encore une fois, ce classement reflète plus ou moins fidèlement mon appréciation pour l'univers. S'il s'agissait uniquement des livres eux-mêmes, sa place serait bien plus élevée encore. Le numéro 13 du classement est le Cosmere, l'univers de Brandon Sanderson. Enfin, je parle du Cosmere, mais je dois immédiatement vous faire la confession que je ne le connais pour l'instant qu'au travers de Rochard, le monde de la série Les Archives de Rochard, ou The Stormlight Archives en VO. J'ai découvert Brandon Sanderson au travers de l'immense travail qu'il a accompli en terminant La Roue du Temps, suite au décès prématuré de Robert Jordan. Ce n'est qu'assez récemment que je me suis enfin plongé dans ses œuvres personnelles, et je me suis dit autant commencer par la plus énorme. Et j'avoue que mon expérience des archives de Rochard est parfois un peu mitigée, mais sans que je sache exactement quelle part en revient à la seule histoire, à la qualité de la traduction ou encore de l'interprétation, puisque je suis ces livres en version audio. Quoi qu'il en soit, les moments épiques y sont nombreux, et ce qui ressort sans doute comme la plus grande qualité est un monde à la fois original et cohérent. L'environnement de Rochard joue un rôle majeur dans la structuration des cultures, puisque cette planète est parcourue par de terribles tempêtes qui ravagent toujours sa surface, en suivant la même trajectoire. Brandon Sanderson a imaginé une faune, une flore, des expressions, des façons de vivre spécifiques à cette idée de base et à bien d'autres qui la précèdent et en découlent. Quand j'ai précisé ne connaître que Rochard, c'est parce que le Cosmere a la particularité de réunir en un même univers plusieurs séries littéraires de l'auteur dans une création très ordonnée et ambitieuse. Le monde de Fils des Brumes en fait aussi partie par exemple, mais on peut lire une saga sans en connaître une autre, fort heureusement. Au fil des tomes, j'ai parfois dû m'accrocher pour maintenir mon intérêt pour l'histoire qui commence pourtant extrêmement bien, mais sans paître ensuite, parfois du moins. Je prévois de persévérer, et quoi qu'il en soit, Rochard reste sans conteste une magnifique expression de création d'univers. En 12e place, j'ai choisi Thra, le monde qui m'a collé une baigne quand je suis allé voir Dark Crystal au cinéma alors que j'étais encore un gamin. C'est pas bien de cogner les enfants, mais là en l'occurrence j'étais ravi. On doit les merveilles de The Dark Crystal à beaucoup de monde, à commencer par Jim Henson, le génie, mais aussi Frank Oz, Wendy et Brian Froud, et j'en passe. Si l'œuvre est aussi puissante, c'est du fait de la symbiose parfaite entre la forme et le fond. Les concepts derrière le monde de Thra sont à la fois simples et riches, emplis de sagesse.
Le rendu très organique des décors, des marionnettes en font une œuvre particulièrement singulière car inscrite dans un monde des plus originaux. La créativité des designers et le talent des artisans et interprètes culminent peut-être avec les Skeksis, aussi grotesques qu'effrayants, ces sortes de vautours bipèdes engoncés dans leur ignominie et leurs habits d'apparat. Voilà des adversaires comme on les aime. Le prolongement inespéré du film via la série Dark Crystal, Le Temps de la Résistance, en 2019, était une belle réussite, mais la logique de rentabilité de Netflix a mis un terme prématuré à ce qui reste, à mes yeux, la meilleure série de fantasy de la plateforme. J'y avais consacré une vidéo à l'époque et visité l'exposition temporaire qui était déployée à Londres, c'était magnifique. J'avais aussi pu interviewer Louis Leterrier, qui en avait assuré la réalisation. Signe qui ne trompe pas, enfin pas toujours, Dark Crystal a fait l'objet de créations qui lorgnent carrément du côté du jeu de rôle, et les livres qui lui sont consacrés sont généralement magnifiques, il faut dire qu'il y a de la matière. C'est tout le foisonnement et l'inventivité dans les formes qui me fait autant aimer Strain, mais aussi le message sous-jacent qui puise dans la sagesse orientale au sens large quant à la source de la véritable harmonie perdue et retrouvée de ce monde cher à mon cœur. La 11e position revient à un autre univers qui m'a occasionné un choc visuel et émotionnel. Il s'agit des contrées oubliées dans lesquelles se déroulent les légendes écrites par Bruno Chevalier et illustrées par Thierry Ségur. Cette bande dessinée sortie entre 1987 et 1992 est pour moi un incontournable de la fantaisie française. Tout commence avec une quête qui a la saveur du mythe, avec des nains partis trouver leur nouveau roi suite à la mort du précédent. Coup de faux airs classiques, c'est en réalité un univers délicieusement original et des personnages ambivalents qui s'offrent aux regards émerveillés des arpenteurs de cases. Ce monde est coloré mais souvent vicieux, le destin des mortels y est manipulé par des présences lointaines perdues dans leur rancœur millénaire. Dans les cités comme dans la nature, les contrées oubliées sont une expérience sensorielle avant tout, et m'étendre sur de fades descriptions n'aurait que peu de sens. Vous devez avoir cet homme ou l'intégrale sous les yeux pour pleinement en profiter. Une déclinaison de cette BD en jeu de rôle était sortie, et j'en avais fait de l'acquisition, comme de bien entendu. C'était du beau matériel, mais je garde surtout en tête la déclinaison maison qu'en avait faite Grégory, un grand ami de cette période adolescente pour moi, ce qui est forcément assorti d'un peu de nostalgie, encore une fois. Quoi qu'il en soit, je n'en démordrai pas, Légende des contrées oubliées mérite totalement son statut de classique. En numéro 10, j'ai choisi le monde secondaire d'un immense classique, puisqu'il s'agit du monde iborien de Conan. Que serait la Sword and Sorcery et la fantasy au sens large sans Howard et sans son cimérien portant un regard désabusé sur la civilisation? Faute d'y répondre par un mémoire, on peut deviner que leur visage en serait transformé et pas en bien. Le monde iborien est une sorte d'excitant fourre-tout qui fait cohabiter des civilisations inspirées de l'Égypte antique avec des pirates tout droit sortis du XVIe ou XVIIe siècle. Pourtant, l'âge iborien est situé par Howard à la fin du Paléolithique supérieur, bien après le cataclysme qui aurait emporté l'Atlantide et la Lémurie. Ce que cherche l'auteur, c'est la liberté d'invoquer de multiples références, de piocher dans les mythes et de vagues repères historiques et géographiques, le tout au service de son art. En quelque sorte, ce monde se pose un peu en contre-exemple des constructions complexes qui recherchent une grande cohérence interne. Toutefois, il propose un cadre parfait pour se laisser entraîner dans une forme de flou au pouvoir intoxicant. Grâce à cette approche empirique et généreuse, qu'on franchisse un col de montagne, le parapet d'une tour ou le coin d'une ruelle, absolument tout devient possible. C'est un monde de mélange, de rencontres et d'oppositions, un monde aussi coloré que sordide, tonitruant et mélancolique. Les aventures de Conan se nourrissent autant de princesses plus ou moins en détresse que d'ambiguïté morale. Les passes d'armes sanglantes s'entrecoupent de portraits acerbes d'une humanité qui s'agite en vain sur la toile de l'implacable passage des époques et des âges. Il faut distinguer le Conan imaginé par Howard de celui campé par Arnold Schwarzenegger, mais dans leur genre, les deux sont intéressants. On ne ressort jamais vraiment le même d'une visite au sommet de la tour de l'éléphant ou d'un affrontement de deux hommes se dressant contre beaucoup d'autres. En 9e place, je vous propose un détour par l'une des meilleures séries de livres dont vous êtes le héros, puisque je vais vous parler du Magnamund, monde dans lequel évolue Loup Solitaire. Loup Solitaire doit énormément à son créateur Joe Dever, cela va de soi, mais aussi, il est indispensable de le souligner, au talent d'illustrateur de Gary Scholk, qui a marqué durablement mon imaginaire et celui de millions de lecteurs. Les talents de ce duo sont la source depuis laquelle coule la rivière de la fascination exercée par cet univers et ses livres depuis le début des années 80. Quand on va dans le fond des choses, le Magnamund, c'est pas facile à dire, reste très manichéen dans son opposition des forces divines de la lumière et des ténèbres. Néanmoins, la richesse développée au fil des tomes reste manifeste, et surtout quand on a apprécié ces livres-jeux, tout cela est porteur
une véritable puissance évocatrice. Combattre les Dracarim, espionner les druides de Séner, compagnonner avec les chevaliers du Summerland, apprendre des sorts auprès de l'étoile de cristal ou des magiciens du Déci, se lancer dans une petite visite de la cité d'Elgedad pour discuter en toute détente bien sûr avec les maîtres des ténèbres ou encore exhumer les secrets perdus du monastère Caille, difficile de résister à ces perspectives. Alors oui, le choix est peut-être discutable dans la mesure où le Magnamund peut sembler à la fois monolithique et de briques et de broc, mais toutefois rarement un univers n'a autant chancelé sur le rebord de l'engloutissement maléfique le plus total. Si vous possédez le glaive de Summer, rendez-vous au paragraphe 245, sinon au paragraphe 33. En évoquant les livres dont vous êtes le héros, on pourrait aussi parler de l'univers de la série Sorcellerie, et j'en passe, mais le Magnamund me vend du rêve, référence d'enfance oblige. Là encore, on a eu plusieurs formats et adaptations, notamment en jeu de rôle. En 8e position, je triche encore en vous parlant de deux univers du même auteur. Jean-Philippe Jaworski est à mes yeux l'auteur français de fantasy le plus doué et fait partie de mes auteurs favoris, toutes catégories confondues. On peut sans doute lui reprocher la place trop secondaire des personnages féminins dans ses romans, jusqu'à présent du moins, mais cela ne peut m'empêcher d'être emporté par sa prose d'une maîtrise rare et sa capacité à concevoir des personnages mémorables et des situations fascinantes. Le principal monde secondaire pour lequel est connu l'auteur est sans conteste le Vieux Royaume, toile de fond des romans Gagner la guerre, Le Chevalier aux épines ou encore de l'excellent recueil de nouvelles Genoa Vera. C'est un monde qui propose un degré de magie apparent très faible, mais qui a été marqué par des désastres liés à des déferlements de magie nécromantique par le passé. En effet, le Vieux Royaume, contemporain des récits, découle de la décomposition du royaume de Léomance. De ces décombres ont surgi et même parfois prospéré la République de Tchoudalia qui nous rappelle la puissance de Venise et ses manigances, le duché de Bromel qui se rapproche davantage d'un Moyen-Âge féodal et chevaleresque, la Marche Franche qui s'organise autour d'une sorte de cité fortifiée, cité carrefour, bourg-preux, tandis que des barbares ouromans menacent les frontières et que le royaume orientalisant de Récine veut toujours disputer la suprématie maritime de Tchoudalia. Les elfes vivent en autarcie dans leur domaine depuis les catastrophes précédemment évoquées et on sent bien que tout pourrait de nouveau basculer. De mon point de vue, les touches les plus originales apportées par Jaworski à cet univers se retrouvent dans les histoires des temps anciens, la religion, notamment la religion cyclothéiste, et les différentes formes de magie. La chute du royaume de Léomance pourrait faire penser aux vestiges du grand royaume de Greyhawk ou Faucon Gris, célèbre et premier des mondes inventés pour Donjons et Dragons. Voilà qui n'est guère étonnant puisque Jean-Philippe Jaworski est un rôliste et créateur de jeux de rôle émérite, passion ô combien fabuleuse, dont il a su conserver les meilleures habitudes dans l'expression de ses talents d'écrivain, notamment les scènes de combat, mais pas que. Je retournerai volontiers parcourir ce vieux royaume tant j'ai apprécié ce que l'auteur nous y propose, mais je tenais à insister sur son autre monde secondaire, celui de la Celtique, décrite dans la série de romans Roi du Monde, qui commence avec Même pas mort. L'union entre un talent littéraire admirable et un travail de recherche méticuleux, voilà l'incantation qui invoque le surgissement d'un passé mythique et historique dans lequel on s'engouffre et dont on apprendra les codes au fil des pages. Pour ce faire, il faut apprivoiser un vocabulaire riche et pointu, s'imprégner des usages, de l'état d'esprit d'une société héroïque dans le sens de la structure martiale et aristocratique, puis finalement se laisser porter par un récit qui monte en puissance sans cesse. Quand elle arrive, la récompense des efforts investis durant les premiers chapitres est tout bonnement jubilatoire. On est happé par les tours et détours du royaume biturige 600 ans avant Jésus-Christ, alors que l'auteur reconstitue ce monde si différent du nôtre en partant de 3 noms mentionnés par Tite-Live, ceux de Bélovèze, Ségovèze et Ambigate. Quand on entre presque en chair, en os et en rêve aux côtés de Bélovèze, dans ses pérégrinations mystiques et guerrières, on est comme sous l'effet d'un charme tissé par le Gutuater en personne. Nous voici les deux pieds dans un passé hypothétique, entrelacé de surnaturel, époque fantasmée, qui n'a rien à envier aux ailleurs les plus exotiques de la fantasy. Et puis, soudain, on relève le nez de ces pages ou de ces voix et on découvre que le temps a passé différemment dans notre quotidien. Sans avoir vérifié, je suppose que Roi du Monde se vend moins que les romans du Vieux Royaume, mais dans un genre différent, c'est tout aussi fascinant, et si les personnages du Vieux Royaume sont exceptionnels, en termes d'évocation d'univers, je pense que la série Roi du Monde lui est supérieure. Je vous rappelle que vous trouverez un lien pour découvrir System Universe en description comme en commentaire épinglé, et si c'était vous qui passiez dans un monde de lit-RPG, vous mettriez vos points en vitalité ou en sagesse. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la seconde partie de ce classement de mes univers de fantasy favoris. On ira du numéro 7 jusqu'à la toute première place.
et peut-être même au-delà. D'ici là, je serais ravi de lire quels sont vos univers préférés en commentaire et à recevoir vos abonnements et pouces en l'air en masse, puisque dans le cas contraire, je puiserai dans mes pouvoirs de démiurge pour semer chaos et destruction. Ah, attendez, zut, on me signale dans l'oreillette que c'est déjà en cours dans le monde actuel. Bon bah, abonnez-vous quand même, et à bientôt pour de nouvelles aventures.